Et le Moyen Âge est un terme forgé par les historiens pour décrire une période s'étendant de la chute de l'Empire romain à la Renaissance. Cependant, les écrivains et artistes de la Renaissance ont désigné cette période comme les « âges sombres » parce qu'ils la considéraient comme un fossé entre leur propre époque et l'Empire romain. Alors, le Moyen Âge était-il vraiment une atmosphère si sombre, ou les écrivains de la Renaissance étaient-ils quelque peu partiaux envers les générations précédentes? La clé pour comprendre cela réside dans la focalisation sur les dynamiques fondamentales du monde médiéval. La dynamique fondamentale ici est le système féodal, qui est évident dans la vie quotidienne des gens du Moyen Âge et qui lie toute la structure. Par conséquent, pour comprendre le Moyen Âge, il faut d'abord regarder la vie quotidienne. En l'an 1000 après Jésus-Christ, lorsque la population européenne était d'environ 35 millions, elle avait atteint 80 millions en 1347. Les calculs actuels montrent que cette explosion a été causée par la population rurale, car à cette époque, la population rurale en Europe avait atteint près de 90%. La grande majorité de ces paysans étaient liés à un seigneur, obligé de fournir du travail ou divers services. Cette pratique est devenue de plus en plus courante, notamment en Europe du Nord, et a formé la base des relations de classe. Il faut d'abord et avant tout reconnaître que le monde médiéval était un endroit dangereux. Tout au long de cette période, les guerres et les invasions ont façonné l'Europe. Les développements qui ont façonné l'Europe au cours de cette période étaient principalement des guerres et des invasions. Cette structure caractéristique que l'Europe a acquise pendant le Moyen Âge conduira finalement à l'émergence de structures en pierre massive qui ont atteint notre époque actuelle. Ces structures massives sont appelées châteaux et ont gagné du terrain, notamment à partir des 9e et 10e siècles. Les facteurs les plus importants étaient les raids vikings et les conflits sans fin entre seigneurs rivaux. Les châteaux offraient aux gens un refuge où ils pouvaient se protéger dans cet environnement violent. Par conséquent, peu de temps après, une ville s'est développée autour de chaque château, et plus tard, les murs se sont étendus pour inclure les maisons, les magasins et les églises à l'extérieur, formant ainsi les villes de l'Europe moderne. Par exemple, York en Angleterre était une ville qui s'est développée de cette manière, et ses murs solides en ont fait l'une des villes les plus riches de la région. Comme les villes, la caractéristique la plus importante de la vie villageoise était que les individus qui la composaient étaient des marchands, des artisans et des artistes. Les activités de ces individus étaient étroitement surveillées par des unités administratives appelées « corporations ». Les corporations fournissaient de nouveaux apprentis aux magasins, et ces apprentis acquéraient finalement de l'expérience avec le temps pour devenir des membres de la corporation. Cependant, l'économie de l'Europe médiévale était façonnée non pas par les villes mais par les villages se développant au milieu des champs cultivés et des pâturages. Au centre d'un village, il y avait des granges, des entrepôts, des casernes, des enclos pour les animaux et des maisons, la grande majorité étant composée de fermiers et de leurs familles. La vie des villageois tournait principalement autour du travail dans les champs pendant la majeure partie de l'année et de la culture des récoltes pour l'année suivante. Les périodes de récolte étaient déterminées par l'Église, et en dehors de cela, les villageois et les seigneurs pouvaient se permettre des loisirs. Les terres à cultiver et à récolter étaient divisées en bandes spécifiques par l'administration de l'église ou du château. Chaque bande était attribuée à des villageois individuels, déterminant ainsi les tâches de chacun. Un paysan médiéval était généralement chargé de cultiver des aliments de base tels que le seigle, l'avoine, les pois et l'orge tout au long de l'année. Leur récolte se faisait à l'aide de faux ou de faucilles. Bien que chaque villageois et sa famille étaient responsables de leur propre parcelle de terre, le labour des champs était une responsabilité partagée. Les maisons formaient le centre de la vie quotidienne en Europe médiévale, et ces maisons étaient si primitives par rapport aux maisons modernes qu'elles ne pouvaient pas être comparées. Les sols étaient généralement en terre, et le nombre limité de fenêtres restreignait la quantité de lumière et d'air frais entrant à l'intérieur. Presque toutes les maisons avaient une étable, ce qui menait à une vie entrelacée entre les humains et les animaux de ferme. Vers la fin du Moyen Âge,
les maisons des villageois évoluaient. Au cours de ce processus, la construction de niveaux supplémentaires sur le sol est devenue caractéristique des maisons médiévales. Cependant, même dans les maisons riches, le confort n'était pas facilement accessible, le chauffage était toujours un problème dans les maisons en pierre pour les sols, les toits et les murs. Il y avait aussi un problème d'éclairage, les petites fenêtres empêchaient une quantité suffisante de lumière d'entrer à l'intérieur, tandis que les bougies à base d'huile laissaient une odeur forte dans la maison. Sous le toit des maisons, il y avait des bancs en bois, de longues tables, des armoires et des lits à l'intérieur des maisons. De plus, les paysans médiévaux devaient manger pour se nourrir. Généralement, ils étaient nourris avec du pain fait de blé, d'avoine ou d'orge. En plus de cela, le ragoût de viande, les légumes et le pain étaient des aliments courants sur la table du paysan, bien qu'ils aient rarement eu l'occasion de manger de la viande. La forte consommation de vin et de bière limitait la consommation quotidienne d'eau. Bien que le ménage des paysans soit assez limité par rapport aux normes actuelles, pendant le Moyen Âge, certains paysans riches avaient des esclaves dans leur maison. De plus, l'embauche de travailleurs rémunérés était assez populaire. Dans l'Europe médiévale, il était courant que les jeunes gagnent de l'argent en travaillant chez d'autres personnes, considéré comme un cycle naturel de la vie. De cette façon, les jeunes apprenaient les compétences dont ils auraient besoin plus tard dans leur vie. En nous éloignant de la vie villageoise au Moyen Âge, nous rencontrons un nouveau mode de vie qui se forme derrière les froides murs des châteaux. Les nobles et les chevaliers pouvaient soudainement acquérir des terres en se voyant attribuer des terres par un autre seigneur, même s'ils ne possédaient pas de terres. Le système féodal était basé sur l'exploitation des terres et des paysans. Au XIe et XIIe siècle, la terre commença à être héritée du père au fils. Avant cette époque, la terre était partagée entre tous les frères et sœurs, mais à partir de ce moment-là, seul le frère aîné avait des droits sur la terre. Les services militaires des lourds chevaliers, le contrôle des châteaux, la collecte des impôts et le maintien des positions étaient basés sur le contrôle des terres. Au Moyen Âge, la classe noble était divisée en couches internes, les rois et les nobles de haut rang avaient un pouvoir sérieux sur les gens ordinaires ainsi que sur les autres nobles. Les nobles en dessous d'eux avaient moins de terres et moins de pouvoir sur les gens, ils se trouvaient dans une strate inférieure par rapport aux autres nobles. Typiquement, ils ne possédaient pas de terre et étaient obligés de servir un autre seigneur. Les ménages des rois ou des nobles de haut rang étaient beaucoup plus grands que ceux des autres classes. L'étiquette et la structure hiérarchique du Moyen Âge étaient façonnées autour de ce grand ménage. Plus il était grand, plus la hiérarchie devenait rigide. Par exemple, certains uniformes devaient être portés dans les châteaux de certains nobles, ces uniformes indiquaient la classe à laquelle appartenait l'individu. La vie quotidienne des nobles était souvent remplie de diverses activités telles que jouer à des jeux de société similaires aux échecs, la chasse, écouter de la musique et assister à des festins. Dans les châteaux du Moyen Âge, la zone de résidence des nobles était dotée d'une grande salle décorée de tapisseries accrochées au mur. Des bancs autres que le trône du seigneur étaient placés ici. La nuit, ces bancs et le sol de la salle servaient de lit pour les serviteurs. Certains châteaux avaient une partie séparée de la salle appelée la galerie des ménestrels, qui était souvent utilisée par les musiciens et les chanteurs pour se produire pendant les repas du soir. La cheminée, inventée par les Normands lors de leur domination en Europe, est rapidement devenue une partie indispensable des châteaux. Avant cette période, les feux étaient allumés au milieu de la salle, nécessitant ainsi que la fumée soit évacuée dans le château. Cependant, avec l'ajout de cheminées par les Normands, ce problème fut résolu. Le solar du seigneur, une pièce avec de grandes fenêtres et entourée de rideaux de tous côtés, contenait un grand lit. Au dernier étage, il y avait une pièce où la dame du château et ses serviteurs s'occupaient de leurs tâches quotidiennes. Cette pièce avait les plus grandes fenêtres du château et offrait donc la vue la plus large. À partir d'environ 1250, des vitres ont été ajoutées à ces fenêtres. Le style de vie royale était assez occupé pour tout le monde.
les jeunes nobles recevaient souvent leur éducation dans les différents tribunaux des châteaux. Ici, ils apprenaient les choses de base nécessaires pour chaque question du Moyen Âge, telles que la lecture et l'écriture, aux côtés de leurs études sur les questions divines. Après cela, ils servaient en tant qu'écuyers jusqu'à l'âge de 18 ans et étaient adoubés lors d'une cérémonie religieuse. Bien que les légumes étaient largement consommés dans les châteaux médiévaux, ils ne formaient jamais le repas principal. La viande était toujours présente sur la table, les viandes les plus consommées étant celles du cygne, du paon, de la pie et du sanglier, souvent présentées avec des feuilles d'or pour l'ostentation. Contrairement à ce qui est montré dans les films, les tournois organisés dans les jardins des châteaux étaient des spectacles de combat mis en scène. Surtout vers le XIIe siècle, les tournois de joutes sont devenus assez courants. De plus, la chasse était une activité indispensable pour chaque chevalier. Le sens de la mode parmi les nobles est devenu assez élaboré, surtout à la fin du Moyen Âge, les manches se sont agrandies, et les chaussures se sont diversifiées. Pendant ces années, la mode masculine rivalisait presque avec la mode féminine. Les vies des nobles étaient désormais ostentatoires. Un chevalier médiéval, un seigneur ou une dame appréciait d'être sous les feux des projecteurs. Cependant, tout au long du Moyen Âge, il y avait aussi des vies modestes vécues derrière des portes closes. Ce style de vie était adopté par les moines. La vie d'une personne médiévale était façonnée autour des 37 principes qu'elle acquérait lors de son éducation. Il s'agissait de vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, où les moines déclaraient qu'ils renonçaient au plaisir de la vie mondaine selon ces vœux. Leur nouvelle vie tournait en grande partie autour du service dans le monastère et ses environs. Les moines passaient la plupart de leur journée à adorer, prier, lire et travailler manuellement. Ils lisaient des sections de la Bible pendant des heures et consacraient le temps restant aux tâches du monastère. Les moines étaient également responsables de l'utilisation des terres. Par conséquent, ils s'engageaient dans des tâches de plantation et de récolte et produisaient du vin, de la bière et du miel. En plus de tout cela, les monastères étaient des centres qui travaillaient pour le bénéfice de la société et servaient d'institutions caritatives. Le Moyen Âge, tel qu'il s'est répandu pendant cette période, n'est pas facile à simplement confiner et définir selon ceux qui y vivaient. Les manuscrits qui nous sont parvenus regorgent de descriptions de différentes vies vécues pendant les mêmes périodes. Par exemple, la vie médiévale décrite par Ozone et Apollinaire de Sidonie au VIe siècle est remplie de matchs de tennis, de conversations familiales chaleureuses et d'amitiés intimes établies lors de dîners. Cependant, Fortunatus Gregorius Motorlu, écrivant dans le même siècle, présente une scène différente de souffrance sous les invasions. Par conséquent, le Moyen Âge est divisé en de nombreuses couches tant temporelles que spatiales. Il n'est pas facile d'extraire une image concrète de ces couches et de la présenter sous sa forme la plus simple. Ici, la vie d'une personne médiévale sera toujours quelque peu précise et inconnue des êtres humains modernes. C'est peut-être pourquoi la personne médiévale restera toujours mystérieuse pour nous.